Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Il y a un an, le Sénégal a enregistré son premier décès lié au coronavirus. Pape Diouf, ancien président de l'Olympique Marseille, une grosse surprise pour nous tous. Division dans la commune de Golfe Sud à Guédiawaye. Des riverains réunis en collectif contestent la gestion de la mairie de Saoudi Awara. Il accuse d'avoir confié à son fils le projet de réhabilitation des écoles publiques de la commune. Du cinéma dans ce journal, la diffusion de films va reprendre dans les salles de Dakar. Cette reprise des activités se fera dans le respect strict des mesures de prévention. Nous irons au canal Olympia. Curicao et Kersouf, les quartiers centenaires de Rufisque à la une dans la rubrique découverte de ce soir. Babacar Seck nous y emmène en fin d'édition. Une nouvelle des plus surprenantes. Il y a un an, la première victime du coronavirus, Pape Diouf, a succombé le soir du 31 mars 2020. Sa famille et ses amis lui ont rendu hommage aujourd'hui. Saïko Seydi a réalisé ce dossier sur l'ancien président de l'Olympique Marseille. Regardez. Sans doute la maladie. Je crois que c'est la maladie qui fait plus peur à tout le monde que le reste. Le Sénégalais, l'Africain, le journaliste, le président ou bien même le panafricain, plusieurs cordes à son arc, ce qui faisait de lui un homme multidimensionnel pour ceux qui l'ont connu. Aucun qualificatif ne suffit pour définir l'homme. Pape Diouf. L'homme, comme je dis, l'homme est difficilement quantifiable, tellement il avait des qualités. Nul n'est parfait, tout à fait, c'est un fait. Mais je pense que les qualités du pape faisaient que les gens oubliaient qu'il avait des défauts. C'était une personnalité extrêmement riche qui nous apportait énormément, qui nous éclairait, qui nous apportait. C'était un autodidacte qui s'était fait tout seul, mais il était d'une grande culture. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu à témoigner devant une bibliothèque un peu symbole des éléments qui faisaient la richesse de Pape Diouf. Une richesse intellectuelle donc très forte, une richesse aussi humaine, car c'était un ami fidèle. C'était un homme d'une très grande dimension, c'est un gentleman. Pape Diouf, c'est quelqu'un qui a marqué les gens, qui a marqué partout où il est passé. Il était leur pape et chacun d'entre eux gardait un souvenir de lui. Ma rencontre avec Pape, c'est une rencontre fortuite entre deux passionnés de ballon. Et le hasard de la vie a fait qu'on s'est retrouvés sur beaucoup de choses. Sur le plan relationnel, on a eu des amis en commun, on avait une passion en commun, c'était le football. On avait beaucoup de choses qui nous liaient. Pour moi, qui l'ai connu en 1986, je cheminais avec lui de 1986 jusqu'à sa mort. C'est un homme de valeur. C'est un homme qui est profondément humain, profondément généreux. Voilà. Un homme de vérité, qui n'avait pas peur de la vérité. Des qualités qui faisaient de l'homme un grand panafricain. C'était ça, en fait, sa vie vers la fin. Et c'était un combat, il en faisait un sacerdoce. C'est-à-dire c'était le combat pour la reconnaissance des sportifs et au-delà du sportif, des personnalités. Parce qu'il a toujours dit pourquoi est-ce que les joueurs africains ne sont adulés, applaudis que pendant qu'ils sont sur le terrain. Et en dehors du terrain, combien de joueurs ne peuvent plus accéder aux postes d'entraîneur quand lui-même se définissait comme une anomalie sympathique. En le disant, les gens en ont rigolé. Ce combat, son autre cheval de bataille, mais Pape Diouf a toujours été un esprit libre.
Bon, quand il s'est lancé dans la politique à Marseille, en fait, ça rejoint le combat que je disais qu'il avait envie de mener. Il s'est dit, on ne laissera pas l'assiette aux autres, on va aussi mettre la main dans l'assiette. Donc il est venu pour aller mener ce combat aussi sur le plan politique au niveau de Marseille, parce qu'il avait une légitimité. Tout ce que je sais, c'est que on lui a proposé un poste de ministre des Sports sous le président Wade. Quelqu'un est venu faire la démarche, mais Pape n'en voulait pas. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il était proche de ce régime, non. Libre sur terre, Pape Diouf est aussi parti libre emporté par la Covid-19 le 31 mars 2020 à l'âge de 68 ans. 1 an déjà, le monde se souvient de lui. Sa veuve et ses amis veulent mettre en place une fondation afin de pérenniser ses œuvres dans l'éducation, le journalisme, le caricatif et le football. Saïkou Seydi, et depuis cette date, le coronavirus a fait au total 1050 autres morts et dans le bulletin santé du jour, 87 tests sur 1607 réalisés sont revenus positifs. 93 patients ont été déclarés guéris et 30 autres sont toujours en réanimation. Les écoles privées, publiques ainsi que les daara bénéficient désormais de la couverture maladie universelle. C'est grâce à une convention de partenariat avec l'Union des mutuelles de santé du département de Dakar et la mairie de Grand Dakar. Les détails avec Abouté Dissou. La mairie de Grand Dakar s'est engagée à prendre en charge la couverture maladie universelle de l'ensemble des élèves des écoles et daara publiques et privées de la commune. Une décision rendue possible grâce à un partenariat avec l'Union départementale des mutuelles de santé communautaire du département de Dakar. Nous venons de signer un partenariat avec la CMU départementale de Dakar pour la prise en charge de la santé, de la couverture médicale des enfants de toutes les écoles de Grand Dakar et les daara de Grand Dakar. Pour ce qui est déjà fait, il y a 4800 élèves et il y a 800 élèves au niveau du CM Alioune Diop et à peu près 200 à 250 élèves qui sont dans les daara, qui doivent être pris en charge incessamment. Le président de l'Union départementale des mutuelles de santé communautaire de Dakar se félicite de cette collaboration et appelle les autres maires à s'en inspirer. Je me réjouis aujourd'hui de signer avec le maire de la commune de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf, une convention qui vraiment engage la mairie à enrôler plus de 4800 élèves au niveau de la mutuelle de santé de Grand Dakar, mais également à enrôler les ndongo daara et les élèves des CM au niveau de la mutuelle de santé de Grand Dakar. Tous les élèves de Grand Dakar ont une assurance scolaire qui leur permet d'être pris en charge à hauteur de 80% au niveau des postes et centres de santé et au niveau de la pharmacie. Nous le félicitons et profitons de cette occasion pour faire un plaidoyer à l'endroit des autres maires pour suivre l'exemple du maire Jean-Baptiste. Ce partenariat revêt un intérêt particulier pour l'ensemble des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. On retiendra également de l'actualité de ce mercredi cette tension dans la commune de Golfe Sud à Guédiawaye. La réhabilitation des écoles publiques oppose les membres du collectif Seytou à la maire Aïda Sow Diawara. Cette dernière est accusée d'avoir confié le projet à son fils et ce n'est pas tout. Le collectif pointe également sa gestion globale de la commune où nous retrouvons Mamadou Lamine Fati. Le collectif Seytou de Golfe est très remonté contre le maire de cette commune. Aïda Sow Diawara, c'est elle dont il s'agit. La mairesse est accusée de malgouvernance et de gestion clanique. C'est un projet de réfection de l'école Adolphe Diagne et nous avons eu des échos comme quoi que il y a l'école Serigna qui doit être réfectionnée et l'école UNESCO Amo 3. Mais nous avons eu aussi des échos comme quoi il y a un partenaire extérieur dont nous ignorons. Nous voulons connaître le maître d'ouvrage. Qui est le maître d'ouvrage? Est-ce que la mairie avait
lancer un appel d'offres ou bien c'est de gré à gré. Parce que nous ne voulons pas que Golf Sud soit un gâteau partagé par Aïda Sow Diawara et ses partisans. Et c'est ce qui est en train de se passer ici au niveau de la commune de Golf Sud. Beaucoup de questions que le collectif Seytou a adressées au maire de Golf Sud, qui jusque-là sont restées sans réponse. Au nom du collectif Seytou, nous voulons savoir aujourd'hui, je réitère mes propos, quel est le coût du projet, le coût total du projet. S'il y a un partenaire extérieur, c'est un partenaire physique, c'est un partenaire technique ou bien un partenaire financier. Quel est son apport dans ce projet et quel rôle joue le fils du maire Aïda Sow Diawara, Boubacar Diawara, dans ce projet? Parce que, comme vous le constatez bien, le projet est bel et bien piloté par le fils du maire Aïda Sow Diawara. Est-ce qu'il a l'éligibilité de soumissionner à ce projet? Est-ce qu'ils ont lancé un appel d'offres? Si oui, où est-ce qu'ils ont lancé cet appel d'offres et comment les soumissionnaires sont parvenus à décrocher ce projet? Pour une gestion transparente de la commune, le collectif Seytou s'érige en sentinelle et va veiller à ce que la population soit informée des moindres détails de la gestion de la commune de Golf Sud. Des accusations démenties par le premier adjoint au maire. Je vous propose de suivre les explications de Mohamed Ndiaye sur ce projet de réhabilitation des écoles publiques. La municipalité n'a aucunement reçu une lettre de demande d'information relative à la rénovation de l'école Adolphe Diagne. Donc, toutes ces allégations, déclarations sont infondées, mensongères et dénudées de sens. Il s'agit d'une convention de partenariat entre la commune de Golf Sud et l'entreprise Filling Up basée en France. Il s'agit de la rénovation des 14 écoles de la commune, la réfection des 3 terrains de sport et l'installation de 2000 lampadaires au niveau de la commune de Golf Sud. L'école Adolphe Diagne est la phase test du projet. Concernant les 3 écoles citées aussi, le marché a été lancé conformément aux dispositions du Code des marchés publics. C'est un projet, c'est un partenariat, c'est un don accepté par le conseil municipal. À l'heure où je vous parle, la mairie n'a décaissé aucun franc. Le projet de la mairie, le fils du maire n'est pas impliqué. Et nous, en tant qu'élus et en tant que conseils municipaux, on ne va pas l'accepter que le maire donne des marchés à son fils. Et pendant ce temps, les maires du Sine Saloum se sont engagés dans de nouveaux projets de création d'emplois pour les jeunes de leurs communes respectives. Au total, 114 maires se sont rencontrés pour discuter de ces projets qui vont essentiellement s'inspirer des potentialités du pôle Sine Saloum. Correspondance à Damassar. Ils sont 114 maires à se donner rendez-vous à Kaffrine. Objectif, mobiliser les potentialités du pôle Sine Saloum pour permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi. Dans chaque pôle, il y a des infrastructures structurantes qui devront être installées dans chacun des pôles que le Sénégal doit avoir. Et parmi ces infrastructures, il y a par exemple une université pour chaque pôle. Il y a des infrastructures routières. Il y a des infrastructures socio-économiques. Il y a même des infrastructures qui devront être mises en place pour un peu booster l'emploi et l'employabilité des jeunes. Selon le président de l'Association des maires du Sénégal, le Sine Saloum doit retrouver son lustre d'antan. Le propos se résume autour du mot de centralité. Centralité du pôle Sine Saloum. C'est la région centre. Géographiquement parlant, centralité économique, certes perdue à un certain moment, il faut être rigoureux dans l'analyse, mais centralité économique à reconstruire et à reconquérir par le Sine Saloum. Sur ce, une bonne politique territoriale doit être mise en place. Le développement ne peut se faire qu'à partir des territoires. C'est pour cela qu'il a mis l'acte 3 de la décentralisation, qui consiste à organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif,
et porteur de développement durable. Eh bien, cette territorialisation, comme un leitmotiv est sorti comme étant la trame centrale de cette rencontre, les maires sont prêts à apporter leur contribution dans cette territorialisation parce qu'étant des démembrements de l'État. À travers une résolution lue par le président de l'association des maires du Sine Saloum, les 114 maires ont apporté leur soutien au président Macky Sall. Jeunesse et gouvernance, c'est d'ailleurs le thème d'un atelier organisé par le CIDE à l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. L'objectif est d'offrir aux participants l'opportunité de contribuer à l'orientation stratégique des politiques de jeunesse au Sénégal. Compte rendu Mamadou Dia. Le président de la République a pris l'engagement d'initier des concertations nationales. Macky Sall entend ainsi mieux prendre en charge les préoccupations des jeunes. La question de l'emploi, principale préoccupation des jeunes, traverse l'histoire selon l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, aux IDEWA. Depuis Abdou Diouf jusqu'à présent, la problématique de l'emploi de la jeunesse n'a pas été réglée. Et ce n'est pas le Sénégal seulement. C'est pourquoi nous avons décidé, avec l'appui de IBP, de M. Malignan, et en partenariat aussi avec l'Assemblée nationale, nous avons la Benjamin, Mme Sorendiaï, d'organiser cet atelier pour permettre aux jeunes d'aller vers quelque chose de concret. Les défis sont nombreux selon l'OSIDEWA, mais il faudrait insister sur la formation professionnelle. D'abord, s'il y a un problème d'orientation en matière de politique publique, c'est un défi énorme. Nous avons énormément de ressources au Sénégal. Aujourd'hui, nous allons vers le pétrole et le gaz. Nous avons l'agriculture, nous avons la pêche, l'élevage. Mais nous avons un problème, je pense, d'orientation à partir de l'éducation et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, la plupart des jeunes sont orientés vers l'université. Ils sortent des sociologues, je n'ai rien contre eux, des juristes, d'autres des métiers qui tournent vers les métiers libéraux. Mais l'essentiel dont on a besoin aujourd'hui, c'est le savoir-faire. Le ministère de la Jeunesse va dans le même sens. Les solutions ne manquent pas face à l'équation de l'emploi des jeunes. Il faudrait un changement de paradigme. Il y a une forte inadéquation entre la formation reçue et l'emploi, en tout cas sur le terrain. Donc il faut naturellement booster la formation professionnelle. Et heureusement que son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a très tôt compris. Dès son arrivée, vous avez vu qu'il a boosté la formation professionnelle en presque doublant ou triplant le budget qui était alloué au ministère de la formation professionnelle. L'emploi des jeunes, un serpent de mer qui refait surface à l'atelier d'orientation stratégique en perspective des concertations nationales. L'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, OSIDEWA, et ses partenaires entendent ainsi offrir l'opportunité aux jeunes de contribuer à l'orientation stratégique des politiques de jeunesse au Sénégal. Merci beaucoup Mamadou Dia. Nous parlons de tout à fait autre chose. Ce 31 mars, c'est célébrer la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. Nous avons choisi d'aller à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où des étudiants sont très souvent victimes de perte de données et la procédure de récupération n'est pas toujours évidente. Ces étudiants nous racontent justement leurs expériences dans ce reportage de Aïssatou Kane et Sedina Mbaye. Un portable en panne, un virus informatique, un ordinateur perdu ou encore un disque dur défectueux et hop, toutes les données s'envolent. Faire des sauvegardes est l'unique moyen d'écarter les risques. Parfois, c'est vraiment difficile de perdre ces données-là. Donc, il y a des solutions comme en ligne. Il y a iCloud aussi qui nous propose des solutions. Il y a Mega, il y a pas mal de solutions qui existent. Sauvegarder régulièrement les données devient un impératif en les dupliquant. Par rapport à la physique, on peut faire ce qu'on appelle la redondance, c'est-à-dire de dupliquer les données sur plusieurs supports. Ce qui fait que si vous perdez un support, vous pouvez récupérer ça au niveau de notre support. Ou bien, si également vous pouvez prendre vos données, surtout vos données qui sont tellement essentielles, vous les sauvegardez en ligne, vous les sauvegardez là-bas. Et là, si vous-même vous perdez votre ordinateur, ou bien votre disque dur, il vous suffit juste d'avoir un support et par l'Internet, vous pouvez reprendre tous vos données. Il existe différents moyens de sauvegarde
de données. Parfois, il y a deux types de sauvegarde qui existent. Il y a ce qu'on appelle la sauvegarde physique et la sauvegarde en ligne. Maintenant, la sauvegarde physique, parfois, si vous perdez votre disque ou bien le disque est endommagé, là, vous pouvez perdre vos données. Maintenant, dans ce cas, il y a des logiciels qu'on peut utiliser pour récupérer ces données-là, telles que Recuva et autres applications qui existent. Maintenant, donc, il y a cette possibilité-là de les récupérer. Et les données en ligne, c'est-à-dire vous utilisez des outils qui permettront de sauvegarder vos données. Maintenant, ces outils-là, il suffit juste d'avoir de l'Internet pour pouvoir récupérer vos données. La journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques permet de mettre l'accent sur l'importance de sécuriser sa richesse numérique. Ainsi, des sauvegardes régulières s'imposent, ainsi que les astuces et moyens de sauvegarde. Cher Fallé, le président de la plateforme Africavist, il nous éclaire donc sur les différents types de sauvegarde de données. On l'écoute. Comment on va perdre nos données, c'est quand est-ce qu'on va les perdre, parce que ce moment arrivera tôt ou tard. Donc, les méthodes qui existent pour y remédier commencent d'abord par la protection physique des outils. Après, il y a deux autres méthodes connues. La première, c'est la sauvegarde sur des disques durs externes, faire cette sauvegarde et ensuite protéger le disque dur externe. L'autre technique qui est aussi connue, mais qui est peu utilisée parce que demande beaucoup plus de pratique, c'est la sauvegarde en ligne. Donc, confier ces données à des serveurs cloud qui les stockent et qui les conservent pour vous en ligne, et au besoin, vous allez vous reconnecter pour retrouver ces données-là. Il y a des logiciels qui permettent de faire des récupérations. Il y en a qui sont connus. Certains sont directement configurés au niveau des outils que nous utilisons. Si c'est le téléphone, il y a des systèmes de récupération. Si c'est l'ordinateur, il y a des systèmes aussi de récupération, de sauvegarde, mais il faut les activer en amont. Donc, c'est ce qui fait appel à la culture digitale et à l'hygiène numérique. Mais si vous n'avez pas activé ces systèmes de sauvegarde automatique au niveau de votre téléphone ou de votre ordinateur, vous pouvez tout de même acheter un logiciel ou installer un logiciel sur une nouvelle machine et utiliser ce logiciel-là pour restaurer le disque de votre machine endommagée. Dans le reste de l'actualité, si vous êtes fan de cinéma, cette nouvelle va vous plaire. Les salles de cinéma reprennent les activités. Une reprise des diffusions qui s'accompagne d'une batterie de mesures. Les mesures barrières, bien entendu. Nos équipes sont allées constater les préparatifs au canal Olympia. Ngordiouf, reportage. Une salle presque vide. Normale selon la gérante. Khadijatou Djigo souligne que beaucoup de cinéphiles ne sont pas encore au fait des conditions de reprise de l'activité. Et aussi avec la reprise, les gens viennent vraiment pour s'informer, ils viennent poser des questions pour savoir effectivement quelle est la jauge de la salle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de s'asseoir avec son copain ou il faut aussi une distanciation entre le copain et la copine? Est-ce que si on vient en groupe, on est obligé de respecter la distanciation? Effectivement, il faut respecter toute cette distanciation-là, sachant que la politique du pays l'exige et aussi en termes de sécurité côté santé. La Covid-19 a durement impacté le secteur du cinéma. Cette gérante de salle s'en réjouit de la reprise de projection. La reprise s'est faite juste la semaine dernière. À partir de vendredi, nous avons eu l'autorisation. Donc la reprise est vraiment très timide. Donc il y a eu beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux, sachant que les salles de cinéma vont réouvrir à Dakar. Donc les clients reviennent petit à petit. Le dimanche dernier, nous avons eu beaucoup de clients. Nous étions contents de retrouver tout ce monde-là après un an de fermeture à cause de la pandémie. Donc pour le moment, c'est très timide, mais nous espérons que dans les jours à venir, il y aura beaucoup plus de monde. Alimotou Fall, cinéfilm, attend la séance de 17h. Selon elle, le cinéma est un véritable moyen de divertissement. J'adore beaucoup le cinéma et c'est une distraction, même si on peut le regarder à la télévision, mais moi je préfère aller au cinéma pour changer d'environnement en plus. Oui, je venais très souvent avant la Covid. C'était très difficile, mais bon, il le fallait parce que c'est pour notre santé aussi. Les acteurs du secteur de cinématographique saluent la reprise des activités culturelles de manière générale.
Kerikao et Kerissouf, les quartiers centenaires de la ville de Rufisque sont en train croulent sous le poids de l'âge. La présence du marché central et l'abandon des infrastructures semblent être les principales difficultés. La découverte de ce soir est signée Babacar Seck. L'histoire de ces deux quartiers se confond avec celle de la ville de Rufisque. Kerikao et Kerissouf constituent le centre de la vieille cité. Ces quartiers datent des années 1800. L'organisation actuelle de la ville de Rufisque, de ce qu'on appelle le vieux Rufisque, remonte donc au plan d'aménagement qui a été mis en place entre 1882 et 1890-900. Donc sous l'initiative de celui qu'on appelait général alors Joseph Gabar. Alors qu'est-ce qu'on constate? C'est un quartier, ou bien c'est deux quartiers qui sont aménagés avec une architecture assez originale, donc qui a été importée du Midi français, donc dans ce qu'on appelle les zones des zones de la France qui sont proches de la Méditerranée, donc Bordeaux, Marseille, des trucs comme ça. Kerikao et Kerissouf doivent leur nom à l'architecture particulière propre à chaque quartier. Donc, si on s'en limite à l'appellation de quartier Kerissouf, ça veut dire le quartier qui abritait les maisons basses. Le quartier Kerikao, ça veut dire le quartier qui abritait les maisons à étage. Donc, et ces maisons à étage, généralement, avaient au rez-de-chaussée des espaces commerciaux, n'est-ce pas? Et au-dessus, à l'étage, c'était les habitations de ces gens-là qui travaillaient au niveau de ces espaces commerciaux. Donc c'est ça qu'on appelait dans l'ancien temps le quartier latin, le vieux Rufisque. L'architecture du centre-ville de Rufisque renseigne sur le passé colonial de la cité avec des édifices comme la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, vieille de 130 ans. La grande mosquée de Kerissouf est la deuxième plus ancienne du Sénégal avec celle de Pire. Elle est parmi les plus anciennes de ce pays après la grande mosquée de Pire. Serigne Abdou Aziz Sy de Tivaouane, c'est lui-même qui a déclenché, par exemple, la transformation de cette mosquée, Babylor, Bargny, Sangalkam, Keur Ndiaye-Lo, même Mbao, ils venaient là pour faire leur prière de vendredi. Sous le poids de l'âge, les habitations et infrastructures de Kerikao et Kerissouf sont devenues obsolètes. Rufisque est une vieille ville et c'est le quartier Kerissouf et Kerikao qui en paie les frais. Parce que aucune infrastructure n'a été renouvelée. C'est des infrastructures à tout point de vue obsolètes qui ne peuvent plus prendre en charge les préoccupations à tous les niveaux des populations. Les difficultés liées à l'assainissement et la transformation des rues en marché sont venues installer l'insécurité. Il y a le grand canal de l'Ouest qui traverse le quartier jusqu'à la mer. C'est une véritable balafre pour le quartier, une zone d'insalubrité notoire. Les trottoirs sont envahis, le marché s'agrandit de jour en jour, les habitants pour la plupart ont cantinisé leur domicile. Et jusque-là, le problème peut ne pas se poser. L'histoire des plus brillants intellectuels rufisquois rime avec le lycée Abdoulaye Sadji qui se trouve au quartier Kerikao. Elle a été créée en 1918, durant la période coloniale. Jusqu'en 1938, elle a eu à accueillir des jeunes filles seulement, c'était l'école normale des jeunes filles, qui provenaient de toute l'Afrique de l'Ouest. De 1938 jusqu'à 1958, qu'il a été érigé en lycée, et on l'appelait le lycée de Rufisque. Et par la suite, en 1972, baptisé du nom de l'ancien écrivain rufisquois Abdoulaye Sadji. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, le lycée n'est pas épargné
par l'usure du temps. Donc c'est un lycée qui connaît aussi un peu les difficultés du vieux Rufisque. Aujourd'hui, il est presque, entre guillemets, abandonné parce qu'il y a d'autres lycées. Aujourd'hui, il y a d'autres lycées qui sont nés suite à l'érection de ce lycée-là, ce qui fait que ce lycée a tendance à malheureusement être un peu abandonné, oublié. Vraiment, c'est à l'image du vieux Rufisque, quoi. Kerikao et Kerissouf, témoins de l'histoire de Rufisque, ne semblent pas être la priorité des autorités qui laissent ces quartiers à l'abandon sans aucune assistance, sinon l'exploitation du marché central qui ne profite pas aux populations. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45.